Nous poursuivons le débat et je reconnais maintenant Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, c'est à mon tour de prendre la parole ici devant les parlementaires pour commenter le budget de la semaine dernière. Budget, faut-il le rappeler, qui est historique parce qu'il représente un déficit qu'on n'a jamais inscrit ici au Québec dans la gestion des fonds publics. C'est évidemment un triste jour, un jour sombre pour les finances publiques. Et on nous a proposé une explication à l'effet que ce sont les tarifs ou la menace de tarifs des États-Unis qui font en sorte qu'on va dépenser davantage avec moins de revenus et que le déficit va augmenter. Souvenons-nous, l'an dernier, le déficit était de l'ordre de 11 milliards de dollars. On devait le résorber sur 5 ans. Il y avait même des gains d'efficacité qu'on devait aller chercher de 2,9 milliards en cours d'année. Évidemment, on n'a pas atteint ces objectifs-là. Mais cette année, le déficit, il est de l'ordre de 13,6 milliards de dollars, Monsieur le Président. Et ça, c'est en utilisant un scénario optimiste, c'est-à-dire, on va le savoir un peu plus tard aujourd'hui, donc dans 1 heure environ, si les tarifs imposés par les États-Unis seront de 10 ou de 25 %. Mais on a pris l'étalon du 10 % pour calculer le budget. Normalement, si le président Trump respecte ses déclarations du passé, ce serait plutôt 25 %. Donc, dans ce cas-là, mais c'est au-delà de 14 milliards de dollars, 14,5 milliards de dollars, le déficit pour la prochaine année. Mais si on éliminait toute menace, si parfois, par chance, le président américain se ravisait, on aurait tout de même ici, au Québec, pour la prochaine année financière, Monsieur le Président, un déficit historique, un déficit de 12,9 milliards de dollars. Et ce n'est pas par accident. C'est essentiellement la résultante d'une gestion des affaires publiques et des fonds gouvernementaux par la CAQ qui est défaillante, qui est catastrophique dans la mesure où, en prenant le pouvoir, la CAQ jouissait d'un surplus accumulé de 7 milliards de dollars. Et on peut se rappeler que le gouvernement s'est mis à dépenser sans compter, comme s'il n'y avait plus de lendemain, dans toute une série de projets présentés comme des investissements et des investissements sûrs, comme par exemple dans la filière batterie pour le projet Northvolt, où à l'heure actuelle, on peut parler de 710 millions de dollars de perdus, évanouis, jetés aux poubelles. On peut penser également au financement d'une entreprise comme Taiga, ou comme Lion Électrique, ou encore comme Flying Whales. Alors, ce sont des millions qui s'accumulent de pertes pour le gouvernement du Québec. On peut penser également au scandale de Saclic, où le dépassement de coûts, c'est plus d'1,5 milliard de dollars. Et on continue de compter. On continue de faire des dépassements de coûts dans d'autres projets de transition numérique, en santé, dossier numérique. On a au moins 228 millions de dollars de dépassement dans la mise en place d'un système administratif pour Santé Québec. C'est sans compter les 2 projets pilotes qui sont en cours présentement dans le réseau de la santé, 2 des établissements sur les 34. On a déjà un dépassement de coûts d'au moins 40 millions de dollars, probablement 45. Et on s'imagine mal comment, si on le multiplie par, disons, 15 ou 16, on va pouvoir contenir ça en deçà de centaines de millions de dollars de plus que ce qui était initialement prévu et budgété et estimé. Mais il faut également mentionner que le gouvernement a aussi, préalablement, décidé de se priver de sources de revenus. Il a décidé, de façon très électoraliste, de transmettre des chèques à l'ensemble des Québécois, y compris ceux qui avaient des salaires quand même assez au-delà de la moyenne. On parle de salaires de plus de 100 000 $, 150 000 $, des chèques de 4 à 600 $ ont été distribués. On parle d'un montant total de 3,5 milliards de dollars. C'est une somme que le gouvernement ne peut plus avoir pour qu'on s'offre des services publics à la hauteur de nos besoins et de nos attentes. Mais pire encore, des sommes récurrentes ont été versées en matière de réduction d'impôts
La réduction d'impôts électoraliste qui a été présentée par la CAQ, c'est 3,9 milliards de dollars dont on se prive à chaque année. Ça pourrait résorber une partie du déficit, mais non, on a décidé de prendre des décisions à courte vue pour des raisons, évidemment, de gains électoralistes, sans penser à l'avenir. C'est essentiellement la fable de la cigale et de la fourmi. On a dépensé tout l'été, puis on se trouve le bec à l'eau, dépourvu, quand la bise arrive et que l'élection du président américain se révèle être pleine de surprises et de menaces pour l'économie du Québec. Évidemment, ça nous met dans une position de vulnérabilité exceptionnelle et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on fait face à un budget qui ne répond pas aux besoins et aux attentes des Québécois et des Québécoises, mais aussi qui va obliger des ponctions dans les services qui sont déjà à faire. On en a déjà eu un avant-goût en santé. Rapidement, là, on sait que vers la fin de l'année dernière, en mettant Santé Québec sur pied, on a dit qu'il faut aller chercher 1,5 milliard de dollars de gains d'efficacité, essentiellement de compression budgétaire, de coupe, en minimisant l'impact sur les services. Mais on a dit qu'il y aurait des impacts sur les services et on les a vus. Les mises à pied d'infirmières, des réductions de services à domicile et ainsi de suite. On a fait un court bilan la semaine dernière de l'opération qui était en cours parce qu'on a demandé pendant des semaines et des semaines, depuis des mois, au gouvernement d'être transparent, à demander à Santé Québec de nous dire où ces coupures allaient être administrées. On ne le sait pas encore. On nous dit il faut attendre la fin de l'exercice financier, c'est-à-dire le 31 mars. C'est terminé. Et là, on nous dit l'été prochain, on fera le bilan pour l'année passée. Et on nous dit c'est simplement ce qu'on demandait aux établissements, c'est de respecter leur budget, un budget équilibré. Mais le budget que beaucoup d'établissements ont adopté l'an dernier, à peu près à la même période, là, au mois d'avril, mai, c'était des budgets déficitaires. Pourquoi? Pour faire face à leurs obligations et c'était avec l'assentiment du gouvernement. Mais dans les 3 derniers mois de l'exercice, on leur a dit « Allez récupérer ça rapidement d'ici la fin de l'année ». C'était mission impossible. C'est effectivement ce qui s'est produit. On n'a pas réussi à aller chercher la somme d'1,5 milliard. Mais là, on nous a dit la semaine dernière, dans les crédits provisoires, que finalement, ce n'était pas 1,5 milliard qu'on aurait dû aller chercher pour équilibrer le budget des établissements en santé, mais c'est plutôt 2,2 milliards. Donc, la somme était encore plus importante. Mais là, on se félicite d'avoir été chercher 800 millions de dollars. Où? Bien, évidemment, dans les services à la population, aux patients. Mais on n'a pas encore le détail de ça, parce qu'on ne peut pas en faire l'analyse, parce que le gouvernement, parce que Santé Québec refuse de nous révéler où ces coupures ont été effectuées. Mais pour l'année prochaine, ces coupures-là, elles sont déjà faites. Elles ne vont pas, on ne recommence pas à zéro, là. Les coupures qui ont été faites l'an dernier, bien, elles se traduisent par un manque de services cette année, pendant l'année qui s'en vient. Parce qu'on veut encore, évidemment, que les établissements puissent avoir des budgets équilibrés. Donc, on ne va pas rajouter le 800 millions, on s'entend. Mais pire encore, on vient dire que ce qui sera à la disposition des établissements et de Santé Québec, bien, c'est une augmentation de budget de 3 %. On sait que les coûts de système sont au-delà de 5 %. Certains disent 5,4 %. Alors, évidemment, c'est une année de compression, une année d'austérité, suivie d'une autre année d'une austérité encore plus grande, parce que ce sera 2 % l'année suivante. Dans un an, là, on nous dit que ça sera 2 %. Alors, moi, je me dis, mais c'est une période où on va véritablement faire des coupes de services importantes. On n'a pas encore vu l'ampleur du saccage que va nous imposer le gouvernement. Et je peux m'appuyer là-dessus, Monsieur le Président, sur une déclaration du ministre de la Santé lui-même, qui nous a dit en février dernier, en bas de 3 % là, ou à partir de 3 %, c'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'il y a des coupures dans le domaine de la santé. Bien, évidemment, là, on a la réponse. Ce sera des coupures importantes au cours de la prochaine année et encore plus importantes l'année suivante. Puis je veux mentionner que dans bien des établissements, dans bien des régions, il y a comme une espèce de contradiction fondamentale où on a dit, et on a adopté une loi pour ce faire, qu'il fallait se sevrer de la main-d'œuvre indépendante, les agences de placement. On vient juste là d'arriver dans les grands centres à dire plus de main-d'œuvre indépendante pour le 31 mars 2025, début de semaine.
L'objectif initial, c'était en octobre dernier. Mais on a reporté de 6 mois. On semble avoir atteint l'objectif. Mais pour les zones mitoyennes, c'est en octobre prochain. Puis pour les zones éloignées, les régions éloignées, c'est en octobre 2026. Donc, on dit, vous ne pourrez pas vous sevrer de la main-d'œuvre indépendante qui coûte les yeux de la tête, qui coûte des millions de dollars et qui accroît votre déficit d'opération. On ne pourra pas le faire avant octobre prochain pour les zones mitoyennes. On ne pourra pas le faire avant octobre 2026 pour les régions éloignées. Par contre, ces sommes-là dont vous avez besoin pour payer la main-d'œuvre indépendante dont vous ne pouvez pas vous passer avant ces échéances-là, vous ne l'aurez pas. Comment est-ce qu'on va résoudre l'équation? Si dans un 6 de la Côte-Nord, par exemple, ou de la Gaspésie, ou du Bas-Saint-Laurent, ou des Îles-de-la-Madeleine, ou de l'Abitibi, on a des dizaines de millions de dollars en main-d'œuvre indépendante, puis qu'on nous dit la main-d'œuvre indépendante, c'est sûr, vous ne pouvez pas vous en passer là, pour la prochaine année puis l'année suivante. Mais l'argent pour payer la main-d'œuvre indépendante, vous ne l'aurez pas. Qu'est-ce qu'on va faire comme gestionnaire? Bien, on va couper dans les services. Et ça, M. le Président, c'est extrêmement inquiétant. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est de ne pas savoir quel est le plan. Quel est le plan de Santé Québec, quel est le plan du ministère pour administrer cette espèce de régime, je vais le dire comme ça, d'austérité 2.0 qui nous pend au bout du nez, M. le Président. Alors, j'aurais voulu parler un petit peu de Santé Québec, puis de cette superstructure où une chatte n'arrive pas à retrouver ses petits, comme on dit, mais ce serait trop long. On a simplement vu aujourd'hui que cette structure-là nous coûte beaucoup plus cher qu'elle nous rapporte. On voit qu'on a continué de donner des salaires extrêmement importants et presque doubler les salaires essentiellement des hauts gestionnaires du ministère de la Santé, mais on a aussi superposé une structure avec 4,5 millions de dollars de dépenses supplémentaires, alors que là, et là je vais aborder d'autres mesures, en santé, et dans les autres secteurs, on fait des coupes à tort et à travers, j'y reviendrai. Donc, comment on va faire face, par exemple, à une nécessité d'accès des mesures sur la prévention en santé, la promotion de la santé et la prévention, lorsqu'on coupe 140 millions de dollars dans le budget actuel pour la santé publique? Comment est-ce qu'on va pouvoir développer et mettre en œuvre une politique de prévention que l'on budgète sur une seule année, à hauteur de 15 millions de dollars, et puis qu'on avait déjà une politique en santé, en prévention en santé, de l'ordre de 40 ou 45 millions de dollars, puis on ne trouve plus ces chiffres-là dans le budget pour la prochaine année et les suivantes. Alors, il y a quelque chose là qui semble être de l'improvisation. On y va simplement pour essayer de réduire l'impact de la mauvaise gestion des dernières années, mais on ne voit pas la direction vers où on s'en va, ou si on la voit, c'est un gros récif ou un iceberg, et évidemment, là, on est très préoccupé de la direction qui est prise actuellement, puis on se demande qui est le capitaine dans ce paquebot, parce que les années de vache maigre s'en viennent et les services de l'État, Monsieur le Président, apparaissent menacés comme jamais. PQI, rapidement, on augmente le PQI, mais on décide de reporter les projets à réaliser dans le temps. On en annule, on en reporte, on en scinde. Les hôpitaux, on a promis des hôpitaux un petit peu partout à travers le Québec. Le plus grand projet, on en parlait abondamment ces derniers jours, là. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont, je suis sûr que mon collègue député de Rosemont va en parler aussi. Mais ce projet-là, il a été annoncé, et annoncé, et annoncé encore. Et on est prêt à aller en appel d'offres. Et puis là, on se dit, on n'a pas d'argent. On le reporte. Et la réponse du ministre ce matin était évocatrice. Mais où voulez-vous qu'on coupe? Mais ce n'est pas moi d'administrer le ministère de la Santé pour vous. J'aurais bien aimé avoir cette opportunité-là, mais c'est vous qui êtes là, et vous êtes là depuis un certain nombre d'années pour vous êtes engagé à réaliser des projets comme ceux-là. Aujourd'hui, on s'attend à ce que vous puissiez livrer la marchandise, non pas inscrire, je pense que c'est 7 milliards de dollars de plus dans le PQI pour des projets qu'on va stationner là en disant, on va peut-être le réaliser un jour. Monsieur le Président, ça, c'est inconcevable. Aussi, dans les mesures qui touchent les régions ou les plus démunis, Réno Région,
On apprend que ce programme-là, qui vient vraiment là, soutenir des projets de réfection de maisons pour des personnes les plus démunies, on parle d'un revenu annuel de 30 000 par année, Monsieur le Président. On s'entend que ces gens ne sont pas riches. Ils sont propriétaires d'une maison. On a un toit qui coule, on a une fenêtre brisée, on a une porte qui n'est pas étanche. On veut la faire remplacer. Un montant moyen d'environ 14 000 pour ces projets-là. Il y en a des dizaines dans les régions du Québec. Ça permet aux gens de demeurer chez eux, avoir un toit. Ce qu'on va faire, c'est on va couper 15 millions de dollars dans ce projet-là, dans ce programme-là, qui existe depuis des années. Pourquoi mettre à la rue ces gens-là? En pleine crise du logement, Monsieur le Président, quelle est la vision du gouvernement face à une certaine justice sociale, un soutien des personnes les plus démunies, celles qui ont le plus de difficultés? C'est de leur couper le petit programme qu'on avait parce qu'il y avait de nombreuses demandes. Dans ma région, là, aux Îles-de-la-Madeleine, on a une quinzaine de projets qu'on peut soutenir par année. Il y a au moins 50 demandes par année, là, puis on doit faire le choix des plus démunis parmi les plus démunis. Des projets de réfection là, les plus urgents parmi les plus urgents. On vient de couper l'herbe sous le pied de ces gens-là et des municipalités, des MRC, qui voulaient leur venir en aide. Bon, on passe sous silence le fait qu'on n'a pas de nouveaux argents pour développer des solutions à la crise du logement. C'est lamentable. Donc, cette crise-là, on dit, bien, il faut construire, il faut construire. Bien sûr qu'il faut construire, mais il faut de l'argent pour construire, il faut une vision, il faut aussi construire des logements sociaux. Et ça, bien, on ne voit pas les choses s'améliorer à court terme avec l'absence de budget supplémentaire inscrit la semaine dernière au document présenté par le ministre des Finances. Je veux aussi relever qu'il y a un autre engagement électoral phare de la Coalition Avenir Québec qui n'a pas été respecté depuis leur élection. Puis là, on en voit la confirmation dans le dernier budget. On avait promis en campagne électorale, Monsieur le Président, 470 millions de dollars pour les régions, pour revitaliser les centres-villes, pour la dynamique économique de ces centres-villes, de ces centres de villages-là. On a budgété l'an dernier 50 millions de dollars sur les 470 millions. Ça, c'était dans le budget d'il y a un an. Cette année, il n'y a rien. Aucune somme n'est budgétée. Confirmation que sur les sommes qui étaient promises, bien, on va livrer à peine 10 % de ce qui était promis. C'est un engagement très important qui avait été entendu et qui était espéré par les régions à travers le Québec et tout le monde municipal. On a brisé cet engagement-là. Je terminerai, Monsieur le Président, en vous disant que ce budget donne véritablement l'impression d'un gouvernement à la dérive qui navigue sans cap face aux incertitudes économiques. C'est la première fois depuis des années que je suis la politique et que je suis en politique, que je vois un budget qu'on ne peut pas vraiment qualifier. Le gouvernement lui-même n'est pas capable de dire, voici, c'est le budget de la santé, c'est le budget de l'avenir, c'est le budget des enfants, des familles, c'est le budget de quoi? C'est le budget de réparer les pots cassés d'un gouvernement qui a agi sans vision, à courte vue, sans direction, sans vision d'avenir. Et vers où mène-t-il le Québec, Monsieur le Président? Vers des jours sombres. Et je le déplore, je le dénonce et je le regrette amèrement, Monsieur le Président. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'avais une motion de grief pour signaler un blanc. Malheureusement, le temps qui nous est imparti Désolé, merci. est écoulé.